Personne n'a envie de finir sa vie au fond de l'océan. Chaque année, des milliers de femmes, d'hommes et d'enfants quittent leur terre natale, poussés par la guerre, la pauvreté ou l'oppression. Leur vie suspendue entre le passé qu'ils fuient et l'avenir qu'ils espèrent nous interpelle. Nous qui les voyons arriver sur nos rivages, dans nos villes, nos villages ou dans les camps précaires qui marquent leur trajectoire. En fait, la vie de ces derniers est souvent rude et il convient donc de se rappeler que personne n'a envie de finir sa vie au fond de l'océan. Aucun parent ne met au monde son enfant en l'imaginant flottant sur des eaux du Pacifique, le corps rongé par des êtres aquatiques. Personne ne quitte son foyer, ses souvenirs et ses racines pour le plaisir de risquer sa vie sur une embarcation fragile, ballottée par des vagues qui n'ont ni pitié ni mémoire. Personne ne souhaite affronter l'immensité des forêts et des déserts au péril de sa vie. Chaque migrant porte avec lui un rêve, un espoir, celui de respirer un air plus doux, de voir ses enfants grandir loin du bruit des bombes ou de fuir la faim, la pauvreté, l'exclusion ou encore les pratiques rudes qui rongent les corps et les âmes. Personne n'a envie de finir sa vie au fond de l'océan. Pourtant, chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants affrontent cet immense cimetière liquide parce que l'autre choix est pire. Les médias nous servent souvent des images. Une mère qui serre son enfant sur une embarcation fragile, le regard rivé sur un horizon incertain. Un jeune homme qui traverse des déserts et des montagnes, revend d'un lieu où il pourra enfin se construire un avenir. Une famille qui, malgré les barrières et les murs, tente de rester unis dans l'épreuve. Pourquoi? Eh bien parce que rester chez eux, c'est mourir à petit feu. Parce que fuir, même au péril de leur vie, est leur seul acte de courage, leur dernier cri d'espoir. Ils emportent avec eux un poids lourd d'espoir, souvent réduit à un sac, un souvenir ou une prière. Et pourtant, dans le regard de beaucoup, ils sont réduits à des chiffres, à des flux, des crises migratoires. Mais la réalité est simple. Si les opportunités étaient égales, si la paix était durable, si les droits fondamentaux étaient respectés chez eux, ils resteraient chez eux. Et c'est là, dans ce contexte, que naît la très célèbre appellation étranger. Avec sa langue pleine d'accents, ses coutumes exotiques, et c'est bien connu. Il a l'audace de vouloir respirer le même air que nous, occuper le même banc d'école, postuler pour le même poste et, comble de l'arrogance, partager le même bus que nous. Nous, qui nous lisons chez nous, aimons quand l'étranger occupe des rôles secondaires. On le veut travailleur acharné, mais silencieux, voisin invisible, présence discrète, qui s'excuse même d'exister. Car après tout, chez nous, il ne faudrait pas trop en faire pour se faire remarquer, comme si le simple fait d'être né ailleurs constituait déjà une dette à rembourser. Heureusement, l'étranger, il travaille dur, il reconstruit des maisons, est l'épicier, équerré, le boutiquier du quartier. Il sert des cafés, est cordonnier, couturier, vendeur ambulant. Quand l'étranger réussit, on murmure qu'il a pris la place d'un local. Mais quand il échoue, on pointe du doigt son inaptitude à s'intégrer. Ces étrangers devraient être de nuls. Ces récits ne sont pas des abstractions, et vous le savez. Il serait peut-être temps de repenser les politiques migratoires, surtout qu'accueillir ne signifie pas renoncer à gérer. Cela signifie organiser. Cela signifie mettre en place des systèmes d'intégration solides, des politiques économiques cohérentes et surtout des réponses internationales concertées. Car la migration est un défi mondial et aucun pays, aucun, ne pourra y faire face tout seul.